Voilà, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir, mon général. Alors, on va procéder comme vous faites d'habitude, d'ailleurs, quand vous recevez des conférenciers aux Invalides lorsque je suis le réserviste citoyen. Donc, je vais présenter le général. Après, on procédera à quelques questions-réponses. Et puis, on passera la parole à la salle. Je tiens à vous rappeler, mon général, donc nous sommes écoutés également, alors vous ne le voyez pas, mais une partie de nos collègues sont à distance et également des collègues qui sont en Afrique, et on aura l'occasion d'y revenir. Alors, mon général, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, voilà, en 67, et vous avez suivi vos études sur Paris pour intégrer... C'est par hasard, hein. D'ailleurs, elle a été détruite de plus, la maternité, parce que visiblement, ça ne donnait pas satisfaction. Vous avez intégré donc Saint-Cyr à la promotion capitaine Amasec de 89 à 92. Pour ceux qui veulent aller voir ce qu'est le capitaine Amasec, c'est un personnage, on pourrait en parler, je pense, pendant très longtemps. Vous choisissez les troupes de marine, d'ailleurs, pour ceux qui sont spécialistes, ça se trouve sur votre épaule gauche, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et vous poursuivez votre formation à Saumur, à l'école d'application de l'arme blindée de cavalerie. Et naturellement, alors pour ceux qui connaissent, vous avez votre première affectation sera le RICRIM, le régiment d'infanterie de chars de marine, qui se trouvait à l'époque à Vannes, qui a été déplacé après à Poitiers, si je ne dis pas de bêtises, et que d'ailleurs vous retrouverez plusieurs affectations plus tard et que vous commanderez en 2012. Alors, entre-temps, et c'est là que je pense que ça peut intéresser une bonne partie de nos collègues, donc vous avez bien été projeté, si je puis dire, puisque vous avez parcouru le Rwanda, le Sénégal, la Bosnie-Herzégovine, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Libéria, le Liban, et vous avez trouvé le temps quand même en 2006 d'être breveté à l'école de guerre. Voilà, donc un parcours quand même très très riche, et dont on aimerait bien d'ailleurs que vous puissiez nous partager quelques expériences. Ensuite, justement, votre connaissance de l'Afrique va vous ouvrir des portes et des nouveaux horizons, et en état-major notamment, et vous avez été appelé à Washington et à Tampa, ce qui est quand même pas tout à fait banal. De retour en France en 2022, donc il y a quand même peu de temps, vous avez élaboré la conception puis la mise en place du modèle armée de terre au combat en tant que chef d'état-major du commandement des forces terrestres à Lille. Et après, donc en 2024, après les Jeux Olympiques, vous avez pris, vous êtes devenu le gouverneur militaire de Paris. Bon, je pense que pour tout ça, on peut applaudir le gouverneur, parce que c'est... Alors, si on vous a invité, en premier lieu, c'est d'abord pour vous remercier, parce que vous nous avez aidé à commémorer Simone Michel Lévy, donc le 16 avril dernier. Vous avez accepté notre invitation. Vous avez fait plus qu'accepter notre invitation, puisque vous nous avez aidé dans l'événement, à la fois en nous mettant une musique au siège d'Orange, qui était comme une première dans les commémorations que nous avons pu organiser, et puis un détachement du 4e régiment de chasseurs qu'on n'avait jamais vu. Je peux vous dire que quand le bus est arrivé avec des militaires en tenue et armés, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, même s'il y a une mauvaise interprétation de la note de service, on en était, je peux vous dire, très heureux. Et d'ailleurs, à ce propos, ça a été je dirais, une cohésion entre l'armée d'active, nos réservistes qui étaient présents, les sapeurs-pompiers, les personnels du siège, les membres du COMEX, les élus et vous-même. Ça a marqué quand même pas mal les esprits, et je peux vous dire, on en parle encore. Voilà. Par Frédéric Furget et Furja. Et moi, dans ce contexte actuellement de crise, de guerre en Europe, quelle est votre vision du modèle géopolitique auquel nous devrons faire face? Je ne sais pas. Comment C'est vous parfaitement voyez. clair. C'est parfaitement. Et je vous salue, je suis très heureux de vous avoir à ma gauche. Vous savez que
l'armée polonaise a été rebâtie par l'armée française, et notamment le général de Gaulle a passé plusieurs années à Varsovie entre les deux guerres pour donner à la Pologne. Voilà, donc il y a une histoire militaire franco-polonaise extrêmement forte, et cette alliance franco-polonaise, elle est évidemment en 2025 extrêmement importante, et ça me permet de développer. Je pense que nous sommes à un moment de l'histoire comme on en vit tous les 30 ou 50 ans. Quand j'ai intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, j'étais un petit matin blême du mois de novembre en train de me raser dans les chambrées, dans les lavabos, là, et j'avais ma petite radio et j'ai écouté, et le mur de Berlin est tombé. Donc je suis allé réveiller toute ma chambrée en disant les amis, réveillez-vous, le mur de Berlin est tombé. Nous nous étions engagés, nous étions devenus militaires, nous voulions faire Saint-Cyr pour se préparer à combattre les hordes soviétiques qui étaient à 3 heures de Strasbourg, prêts à déferler sur l'Europe occidentale. Je rappelle qu'à l'époque, la moitié de l'Europe nous était interdite. Et voilà. Et on a eu immédiatement, alors qu'on avait 20 ans, on a eu immédiatement l'intuition que nous rentrions dans une ère nouvelle. Mais cette intuition, elle était nette. Les temps vont changer, mais on était incapable de savoir encore à ce moment-là de quelle manière ça allait changer. Et je vais vous donner un exemple ou deux exemples. 89, le mur de Berlin tombe. La décision du président Chirac de suspendre la conscription date de 1997. Donc vous voyez qu'entre 1989, le mur de Berlin tombe et le monde change. Et donc l'intuition qu'il va falloir changer la manière dont on fonctionne, la manière dont les armées fonctionnent, le modèle qui est le nôtre, le modèle démocratique, enfin, toutes les conséquences, et la décision absolument fondamentale de changement de modèle d'armée, il a fallu à peu près 9-10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en 1990, en 1991, vous voyez, par rapport à la chute du mur de Berlin. Donc, je pense que février 2022, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine fait partie de ces dates pivots où nous prenons conscience collectivement que nous rentrons dans une nouvelle ère géopolitique. Cette ère, elle se caractérise comment? Elle se caractérise de plusieurs manières. La première manière, c'est une profonde remise en cause des valeurs du monde occidental. C'est un moment où on nous dit, bon, les gars, l'Europe occidentale, enfin l'Occident, le monde libre, vous l'appelez comme vous voulez, vos valeurs, en fait, c'est des valeurs contingentes d'une époque et d'un moment et d'un territoire donné. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, avec ça. Les valeurs de liberté, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité, la profonde égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, qu'ils soient hommes ou femmes, j'y crois fermement. C'est ce qui fonde la démocratie occidentale. Mais nous sommes dans une époque géopolitique où on nous dit vos valeurs, on peut en discuter. Ce n'est pas des valeurs qui s'imposent à tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Une jeune femme de 14 ans, qu'elle soit en Afghanistan ou qu'elle soit en banlieue parisienne, elle a un égal droit à avoir des études et à choisir sa vie. Ça, c'est le premier point qui caractérise l'époque. Le deuxième point qui caractérise l'époque, c'est le recours désinhibé à la violence comme moyen de parvenir à ses fins. Je suis d'une époque, ça ne veut pas dire que la guerre n'existait pas. On pourrait rentrer dans le détail de ma carrière militaire. J'ai connu le feu, j'ai connu le combat, j'ai connu les blessures, j'ai connu les morts. On partait dans des actions de guerre. Mais globalement, il y avait un système international avec l'Organisation des Nations Unies dans lequel, quoi qu'on en dise, il y avait des résolutions de l'ONU qui nous permettaient d'agir. Je donne un exemple, le drame du génocide au Rwanda. Pourquoi on met 2 mois à intervenir pour arrêter le Rwanda? Parce que l'ONU met 2 mois à voter la résolution nous autorisant à intervenir. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de pays font du freinage, et notamment un grand pays qui fait la une de l'actualité en ce moment, de l'autre côté de l'Atlantique. Parce que c'était... Voilà. Et donc, mais on agissait à chaque fois. Alors on peut être d'accord, c'est bien d'agir, c'est pas bien d'agir. Je laisse aux historiens le soin de juger. Mais on intervenait globalement avec une résolution des Nations Unies.
Aujourd'hui, qui parle encore des Nations Unies? Qui parle du Conseil de sécurité? Qui parle d'une résolution des Nations Unies? Quasiment personne. Il y a une remise en cause profonde du système international et le recours à la force comme moyen normal de résolution. Et là, on peut en parler pendant 3 heures. Évidemment, l'Ukraine, le Congo, le Soudan, les Houthis, etc., etc. Je ne vous parle même pas du pogrom du 7 octobre, etc., etc., etc. Troisième aspect, et peut-être que je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, troisième aspect, c'est l'impact des crises climatiques. Nous sommes rentrés dans une ère profonde de crise climatique. Et il s'agit pour nous d'en comprendre à la fois les ressorts et surtout de se préparer à y faire face. Si on parle juste de l'actualité récente, Chido, le cyclone Chido à Mayotte, qui a quand même juste détruit l'île, à peu près, département français, je vous le rappelle, hein, c'est quand même la République qui a été profondément touchée. Mais on peut parler aussi des inondations catastrophiques de la Généralité de Valence en Espagne, ou d'ailleurs, en France, on passe son temps à critiquer l'État, gna gna, l'État. En fait, la réalité, c'est que l'Espagne étant tellement décentralisée que ça a été un foutoir monstre. J'espère qu'il n'y a pas d'Espagnols en ligne, et no offense, mais je pense que notre État régalien, avec des préfets dans chaque département qui sont capables d'ouvrir des centres de crise et de coordonner l'action, je pense que c'est une vraie force de notre pays. Et donc, je pense que collectivement, nous devons réfléchir comment faire face à une crise climatique. Très récemment, les Invalides ont été à moitié détruits par l'orage de grêle absolument épouvantable que nous avons eu il y a 3 semaines et qui ont détruit la moitié des vitraux de la cathédrale. 2 millions d'euros de réparation. Donc, et ça va, c'est que de la vitre, c'est que de la vitre. Demain, il y a une crue de la Seine. Ça veut dire quoi pour les réseaux d'Orange? Comment on fait? Comment on rétablit? Est-ce que vous avez des clés 4G en réserve qui vont permettre? Est-ce que vous avez des batteries suffisamment pour donner à chacun? Comment on fait? La notion de caisse d'alerte, de sac d'alerte, voilà, c'est tout ça qu'il faut en prendre. Donc voilà. Donc changement, remise en cause des valeurs qui fondaient notre démocratie, recours à la force et changement climatique. Il y aura évidemment d'autres choses, mais au moins voilà l'ère dans laquelle nous sommes rentrés. Ça ne veut pas dire que c'est la cata, c'est juste qu'il faut le prendre en compte.